Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, le mec de Rich Energy, là, je sais plus comment il s'appelle, mais lui, c'est le roi des trolls, quand même. Il félicite Lewis Hamilton pour son titre de champion 2021. Ah oui, voilà, William Storey. Énorme troll, lui. Il a tenté de racheter Force India en 2018 avant de négocier avec Williams et finalement de conclure un partenariat avec Haas. Il s'est avéré être de courte durée, cependant, car le parrainage a connu une fin difficile avec la voiture 2019 de Haas. Alors que Storey a ouvertement discuté de ses aspirations à s'impliquer à nouveau en F1, Rich Energy s'est exprimé sur la saga actuelle du plafonnement des coûts. Red Bull aurait commis une infraction mineure au plafond budgétaire de 145 millions d'euros la saison dernière, ce qui pourrait signifier jusqu'à 7 millions de dépassements. La FIA n'a pas encore décidé des sanctions, blablabla. Blablabla. Le Britannique et Max Verstappen pouvaient difficilement être départagés l'année dernière, car la star de Red Bull a remporté son premier championnat de façon époustouflante. Ça on sait, merci. Rich Energy semble avoir pris les devants en félicitant Hamilton et Mercedes pour leur titre 2021. Une décision facile pour les FIA maintenant. Il est impératif que l'intégrité de ce grand sport qu'est la Formule 1 soit maintenue. Félicitations à Lewis Hamilton et Mercedes pour le titre mondial bien mérité en 2021. Le message a été posté sur une vidéo du chef de Ross Brawn, donc, qui avait déclaré si vous violez frauduleusement le règlement financier, vous perdrez votre championnat. Certains pensent que le fait de dépenser au-delà de la limite l'année dernière aurait donné à Red Bull une longueur d'avance pour la saison en cours. Verstappen a dominé tout au long de la saison, scellant son deuxième titre au Japon, tandis qu'Hamilton a appelé la FIA à faire ce qu'il fallait en expliquant l'avantage apporté par la nouvelle amélioration de nouvelles améliorations de la voiture. Ce que je peux dire, c'est que je me souviens l'année dernière, il revient sur les... On l'a déjà vu ça, les 4 Evo, là. Nous avons vu Red Bull chaque week-end ou tous les 2 week-ends apporter des améliorations. Ils ont eu, je pense, au moins 4 améliorations, voilà. Si nous avions dépensé 350 000 euros pour un nouveau plancher ou adopté un aileron, ça aurait changé l'issue du championnat naturellement, parce que nous aurions été dans une meilleure situation lors de la course suivante, avec cette évolution. Voilà, donc tout ça pour dire que le mec de Rich Energy est un énorme troll, mais ça on le savait déjà. Allez, je vous laisse... commenter cette provocation. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao. Alors, Jos Verstappen a choisi le meilleur équipier selon lui de Max depuis qu'il a commencé en Formule 1. Je pense que c'est peut-être Daniel Ricciardo qui a le plus appris. Avec qui il a le plus appris? Un camarade sympa, avec qui il s'entendait très bien. Max était un jeune homme à l'époque, et Ricciardo était vraiment bon, une bête de qualification. En 2016, Ricciardo et Verstappen ont disputé 17 courses en tant qu'équipier. Les 4 premiers Grands Prix, Max courait encore pour Toro Rosso. Ricciardo a marqué un total de 220 points. Dans ces 17 Grands Prix, Verstappen 191. Un an plus tard, en 2017, Ricciardo a été également meilleur, sur une saison complète. Il est le seul de ses coéquipiers à avoir réussi à terminer au-dessus de Verstappen au championnat du monde. Ouais, mais maintenant, tu mets Ricciardo dans la Red Bull, il se fait atomiser, quoi, en fait. Il débutait à l'époque aussi, Verstappen. Bien sûr, Max était un peu plus jeune et moins expérimenté à l'époque, lorsqu'il a perdu, mais il est frappant de voir à quel point Ricciardo s'est démené chez McLaren ces 2 dernières années. Jos déclare: je pense aussi que la voiture lui convenait bien à l'époque. C'est un peu le problème de Ricciardo maintenant. La voiture lui convient pas si bien que ça. Il y a des choses qui ne matchent pas bien. Et c'est pour ça que ça marche pas maintenant. Verstappen et Ricciardo entretiennent d'ailleurs une relation plus que correcte. Le premier a regretté la décision de l'Australien de partir chez Renault en 2019, mais les deux sont toujours bons amis. C'était encore évident lors de la conférence de presse avant le Grand Prix du Japon. Ouais, bah écoutez, voilà. Moi, j'aurais dit quand même... j'aurais dit peut-être Pérez. C'est dur à dire en vrai. Alors sur le papier, oui, c'est Ricciardo. Mais bon, faut relativiser, il débutait Max. Ouais, c'est dur à dire. Franchement, c'est dur à dire, c'est peut-être Ricciardo, ouais. Bon, alors à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel a été le plus fort coéquipier de Verstappen? Je vous laisse commenter. Ricciardo est frustré, je dois prendre chaque virage en 5 étapes. Pardon. Il décortique chaque virage, l'Australien? Il a toujours été fort précisément au freinage et à l'entrée des virages. C'est précisément son écueil dans la McLaren. Il a déclaré: tu approches d'un virage et d'une certaine façon, normalement, ton esprit est déjà là à la sortie du virage. Mais très souvent, c'est comme, ok, je conduis dans la zone de freinage. Maintenant, je conduis dans la zone de virage. Maintenant, je conduis dans la phase d'accélération. Ricciardo expliquait: c'est comme si je prenais le virage en 5 étapes maintenant, alors qu'il faut vraiment l'aborder comme une seule étape. J'attends et je réagis à ce que je ressens. Je trouve difficile d'évaluer ce que je fais réellement à mi-chemin de l'apex du virage. Non mais c'est étonnant, c'est comme s'il avait perdu son talent en fait. Est-ce que c'est vraiment la voiture qui provoque ça ou on dirait qu'il réapprend à piloter avec cette McLaren d'une façon différente en fait. C'est trop bizarre ce qui lui arrive à lui. Ricciardo est candide et ne toujours pas être capable de gérer sa voiture de façon optimale après presque 2 ans, contrairement à Norris. La différence de points est très visible. 101 points P7 pour Norris, Ricciardo P12 avec 41 points, du coup 70 points de retard. C'est plus de 2 fois moins.
L'Australien est également franc au sujet de sa relation avec son équipier, évidemment. Nous avons beaucoup de données et je regarde aussi les tableaux de bord de Lando. Je vois ce dont il est capable, puis je me dis, ok, je le vois, mais mais je ne peux pas faire ça. Puis je réfléchis à nouveau, pourquoi je ne fais pas une rotation? Pourquoi je fais pas ça? Bah parce que tu as perdu ton talent. Voilà. Il a perdu ses capacités de pilotage. En fait, il avait une certaine manière de piloter, je pense, chez Renault et Red Bull, qu'il peut pas reproduire là. Et du coup, il y arrive pas, en fait. Il y arrive pas. Donc, en fait, à Ricciardo, il lui faut une voiture sur mesure, à lui. Sinon, il est nul, en fait. Bon, c'est assez étonnant, ce qui lui arrive. Bon, on verra ce qui sera là en F1 en 2023, non. A priori, pas en titulaire. Et en 2024, je doute aussi qu'il revienne. À voir, je vous laisse commenter. L'Arabie Saoudite n'exclut pas d'avoir 2 grands prix. Oh non, non, c'est bon. Hein. Non, mais là, faut arrêter, par contre, hein, les gars. Non, il y en a déjà un, c'est un de trop. Alors, le tracé, c'est pas lui, enfin, c'est pas un problème, le tracé est pas mal, mais c'est le pays le problème, quoi, en fait. Clairement. Le circuit urbain de Jeddah était censé accueillir la F1 de manière très temporaire en 2021 et en 2022 avant que le championnat se rende dans le complexe de Qiddiya, construit sur mesure dans le désert. Présenté au début 2020, ce projet était censé se concrétiser pour la saison 2023, mais a pris du retard. Annoncé pour 2024 il y a quelques mois, et désormais à l'horizon 2026. Ah bon, ouais, d'accord, ok, il y a beaucoup de retard. Hein. En attendant, le Grand Prix d'Arabie Saoudite va continuer d'avoir lieu dans les rues de Jeddah, et peut-être même y rester à l'arrivée de Qiddiya. Interrogé sur la possibilité d'une seconde course saoudienne, le ministre des Sports Abdelaziz, voilà, au nom imprononçable, nous ne dirons pas non. Nous voyons vraiment des bénéfices apportés au royaume par l'organisation de ces événements. C'est pourquoi nous investissons autant. Peut-être que vous, les journalistes, êtes plus focalisés sur le sport, mais nous faisons pareil dans la culture, le divertissement et même dans les expositions, ainsi que beaucoup de choses auxquelles nous nous intéressons. Nous pourrions assurément accueillir 2 courses, mais c'est quelque chose dont nous discuter avec la F1. On verra comment ça se passe, nous adorerions que ce soit le cas. Une alternance entre les 2 circuits est également envisageable. C'est arrivé en Allemagne, oui, à la limite alternance, pourquoi pas, oui. Mais 2 grands prix en Arabie Saoudite, non. Nous pensons que c'est une bonne transition, grâce à un environnement complètement différent. On n'aura pas de courses identiques dans la même région. Jeddah est en bord de mer, mais quand on se rend à l'autre, c'est dans le désert, l'ambiance est différente. C'est Bahreïn bis, quoi, en fait. Qiddiya est un immense projet, espérons qu'ils vont finir à temps, en tenant plus ou moins les objectifs. Si c'est le cas, l'idée est de passer par là-bas. Quoi qu'il en soit, le MotoGP y sera, car nous ne pouvons pas accueillir un MotoGP à Jeddah. Effectivement, ça va être compliqué. Bon, bah à voir. Moi, je suis contre, clairement, qu'il y ait 2 courses en Arabie Saoudite. Il y a déjà beaucoup de courses au Moyen-Orient. Pas la peine de rajouter, surtout dans des pays pareils. Hein. Honnêtement, l'Arabie Saoudite, c'est l'un des pires pays du Moyen-Orient. Voire même le pire, donc non. Je ne valide pas. Et vous? Alors, il semblerait que le tracé de Singapour soit modifié dès l'année prochaine. Depuis son introduction au calendrier en 2008, le tracé de Singapour a déjà subi quelques ajustements. On se souvient de la suppression de la chicane au bout de l'actuel virage 10 qui a causé quelques sorties de piste quand les pilotes escaladaient les vibreurs. Le pif-paf suivant a aussi été modifié. Il en est de même pour le pont emprunté entre les virages 13 et 14. En septembre 2019, on évoquait déjà un changement de tracé pour Singapour, la tribune d'où les spectateurs peuvent voir les pilotes sur les virages 17 et 18, là où s'est craché Piquet, avec son petit tunnel sous celle-ci donne actuellement sur la plateforme flottante de Marina Bay. Mais cette dernière devait être détruite, d'après ce qu'on avait reporté dans le journal Straits Times. Le NS Square prendra la place de la plateforme flottante, dont la construction devrait être achevée au 3e trimestre 2025. C'est pourquoi le circuit devait connaître une modification le temps des travaux. Ainsi, les plans annoncent la suppression des virages 16 à 19. L'idée serait de faire une longue ligne droite allant de l'actuel virage 14-15 à l'actuel virage 20. Ça réduira le nombre de virages du circuit de Singapour de 23 à 19 virages. Ah oui, d'accord. C'est ce qu'on a pu voir sur le site de billetterie qui affiche désormais un nouveau croquis du circuit, sans que les organisateurs aient confirmé la modif du circuit. Oh, c'est pas anodin ça, oui, effectivement. Alors, pour rappel, hein, le circuit c'est ça. Vous voyez le virage 14 en jaune là. Alors 14-15, du coup ça... Tu gardes le 15 quand même, et ça va jusqu'au 19 quoi. Tu vires 16, 17, 18. Eh ben, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça raccourcirait le temps autour aussi, du coup. Et sûrement la durée de la course. Donc, ouais, écoutez, pourquoi pas? J'approuve la modif. Faut tester. Il y aura peut-être un peu plus de spectacle et un peu plus de dépassement. Parce que là, ça fait une deuxième tentative, enfin une deuxième opportunité de dépassement du coup à Singapour, avec une ligne droite qui est quasiment la même longueur finalement que l'autre ligne droite en parallèle à celle-ci quoi. Elle est un peu plus courte. La deuxième, elle serait un peu plus courte, mais bon. Ça fait quand même une deuxième tentative de dépassement. Avec un petit poil de DRS. Le fameux DRS. Vous en pensez quoi de cette modif? Ciao. Norris est prêt à patienter jusqu'en 2024 pour jouer la victoire. Ouais.
Ah bah 2024, ouais, ça fait loin, hein, quand même. 2023, je pense pas que ça gagne encore chez McLaren. Mais c'est con, encore une fois, il aurait pu gagner en 2021 si c'était pas foiré. Putain, Norris. En Russie, là. Ah, ce souvenir va le hanter jusqu'à la fin de ses jours, je crois. Je ne m'attends pas réalistiquement à remporter une ou deux victoires entre 2022 et 2023. Je suis confiant pour 2024 et 2025. D'ici là, je dois faire preuve d'un peu de patience. Et imaginez si Piastri au final qui gagne avant lui. Oh, le seum qu'il aurait, hein. Il y a toujours des moments où vous pouvez décrocher une victoire, comme Daniel Ricciardo l'a prouvé l'année dernière. Ou moi, lorsque j'étais presque en pôle en Autriche, et que j'étais en pôle en Russie avant de presque remporter la course. Il y a toujours quelque chose qui se présente. Nous avons aussi assisté à de tels moments avec Ocon et Gasly. Mais ce ne sera pas avant 2024-2025 que nous serons en position de dire il n'y a pas d'excuse, nous devons gagner sans compter sur un peu de chance. Il faudra jouer de patience jusque-là. Ce qui n'est pas le plus agréable parce que je me frustre. Je l'étais cette année par exemple car nous n'avons pas été aussi compétitifs qu'espéré. Toute l'équipe l'est aussi. James Kay et tous les autres savent que nous ne sommes pas au niveau voulu. Bien sûr, nous sommes tous frustrés parce que nous avons tous le même objectif. Je suppose que parfois, en tant que pilote, ça fait mal parce qu'on se sent coincé. Vous ne vous sentez pas récompensé pour ce que vous faites et l'ensemble des efforts fournis, mais la Formule 1 est ainsi faite. D'autres pilotes ont connu ces périodes. J'ai simplement foi dans le fait que nous parviendrons, comme ce fut le cas ces dernières années, à franchir les prochaines étapes plus rapidement. Ok, ben on verra ça. Lando, hein, ma foi, il est sous contrat à long terme avec McLaren, donc... Puis il est encore jeune, ça va. Il a quoi, 22 ans, je crois? Ah, il est très jeune, il est même plus jeune que Verstappen, 3 ans de moins, donc il a encore le temps. Hein. Il a encore au moins 13-14 ans en F1, lui. Donc on n'est pas près de le voir partir de la F1. Lando, il est là pour longtemps. Je vais se commenter, ciao. Brundle pense que le danger en F1 est une chose positive. Alors, ça dépend à quel danger il parle, hein, évidemment. Pourquoi dépenseriez-vous 1000$ pour assister à une course de F1 si elle n'est pas un peu effrayante, un peu nerveuse et très rapide? Vous ne le feriez pas. C'est donc un sport effrayant, dangereux, et ça le sera toujours. Et dans une certaine mesure, elle devrait toujours l'être. Le Britannique pense d'ailleurs que les pilotes doivent l'accepter. Vous arrivez à un certain niveau de paix avec vous-même lorsque vous admettez que ce genre de choses peuvent arriver. Vous pouvez être blessé, paralysé, même tué. Donc si vous n'arrivez pas à gérer ça et que vous avez peur, vous ne pourrez littéralement pas courir. Bien sûr, on espère tous que ça n'arrivera pas. Et vous pensez que ça ne va pas arriver. Maintenant, j'ai survécu à 3 crashs auxquels j'aurais probablement pas dû survivre. J'ai eu de la chance. Si vous regardez l'accident d'Ayrton Senna en 94 à Imola, nous avons tous survécu à des accidents bien pires que celui-là. Il a juste eu tellement de malchance avec ce morceau de suspension, par exemple. Alors oui, je crois au destin et à ce genre de choses, mais il ne faut pas avoir peur. Certains exemples montrent, selon lui, que les pilotes n'ont pas peur. Avez-vous déjà vu Mark Webber doubler Alonso par l'extérieur à l'eau rouge? Ça vaut le coup de le regarder sur YouTube, c'est probablement l'une des choses les plus courageuses que j'ai vues dans une voiture de F1. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Selon lui, il y a une certaine dualité face au risque en F1. S'il est de l'avis de ceux qui estiment que le sport n'est pas une raison pour mourir ou se blesser, il pense que la capacité des pilotes à défier le danger et la peur est ce qui les différencie des gens normaux. Je ne me vois pas comme un pilote de course qui commente, je me considère pas du tout comme un diffuseur. Je pense juste que je suis un pilote qui en parle, en gros, je suppose que j'ai traversé une phase difficile où des pilotes ont été blessés, des pilotes ont été tués. J'ai vu mon coéquipier se faire tuer, et même mon fils a participé à 2 ou 3 courses où un pilote a été tué. Il est de la même génération. Vous avez déjà géré le danger de la course. Vous ne voulez pas voir quelqu'un se blesser au nom du sport, mais vous savez, tout le monde aime voir un gros accident, ou un accident spectaculaire. Personne ne veut voir quelqu'un blessé ou certainement tué au nom du sport, c'est logique. Mais en même temps, vous devez faire quelque chose que les autres ne pourraient pas ou ne voudraient pas faire. Ok, bon bah oui. Effectivement, on peut pas lui donner tort, hein. Personne ne veut voir un pilote mourir ou même blessé, c'est sûr. Par contre, un petit accident, oui, comme Zhou à Silverstone où il finit à l'envers. Bon, on a eu peur hein, pour lui quand même. C'était un peu effrayant. Mais au final, tout s'est bien passé pour Zhou, pilote chinois. Après, on peut aussi renouveler le débat. Est-ce qu'il faut rouler sous la pluie Est-ce qu'il fallait rouler à Suzuka, etc. C'est dangereux, etc. Bon. Voilà, ça c'est un vaste débat. Hein. Il y en a qui prônent la sécurité à 100%, d'autres un peu moins. Bon, à voir. Je vous laisse commenter. Ferrari veut des sanctions sur le développement et financière pour Red Bull. D'accord. Toto Wolff, directeur de Mercedes, s'est dit prêt à payer plus, lui au cas où la sanction se limiterait à une amende. Binotto, chez Ferrari, veut lui des répercussions sportives, sans citer le nom de Red Bull, prudence oblige. Il explique entre les lignes et qu'il exclut déjà d'enlever le titre à Verstappen, même s'il s'est joué de manière très serrée entre Hamilton et lui. Quelle que soit l'équipe et la situation analysée, reprendre le résultat d'un championnat du monde, après qu'il y ait eu des batailles sur la piste, puis des cérémonies et des célébrations, me paraît difficile. En fait, je pense pas que ce soit honnêtement viable. Ouais, mais bon, en attendant, il a roulé avec une voiture hors budget. Et ça, c'est pas trop normal. Il a gagné son titre avec une voiture hors budget. Quels sont les outils utiles sur lesquels agir? Je pense que si une équipe, quelle qu'elle soit, a eu un avantage en dépensant plus d'argent que les autres, elle peut avoir un avantage de performance qui reste lors des saisons suivantes.
Il est évident que cet avantage ne s'évanouit pas en une seule course. Ça nous amène à dire que la meilleure pénalité, en plus de celle financière qui doit exister, doit conduire également à un ralentissement du développement de la voiture, car sinon l'avantage restera dans les années suivantes, et nous continuerons à concourir sans être à moyens égaux. À mon avis, il doit y avoir une sanction sur la capacité de développement. Ouais, mais va contrôler ça, encore une fois. Enfin, ça me paraît tellement dur à contrôler. Leur intérieur de la soufflerie, peut-être, ouais. Éventuellement, mais est-ce qu'ils ont déjà pas toutes les infos qu'il faut? Est-ce qu'ils ont encore besoin de la soufflerie? Bon, sûrement que oui, pour développer la voiture, mais bon. Ils ont une telle avance, en fait, avec leur concept, là, que je me demande si ça serait bien efficace au final. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de la proposition de Binotto? Donc, sanctionner Red Bull sur le développement prochain de la voiture 2023, 2024, etc. Ciao.